Bonjour, je suis Mr. Fox. Je plagie honteusement le Nostalgia Critique parce que je n'ai aucun talent. D'ailleurs, j'avais dit que je ne le ferais plus, rappelez-vous, c'était il y a 4 ans. Je suis Mr. Fox, j'ai voulu jouer au Nostalgia Critique et on m'y reprendra plus. À l'époque, j'avais dit ça parce que je pensais qu'aucun film ne m'inspirerait autant que Spy Kids 3D. Mais depuis, les choses ont changé. J'ai découvert plein de films, des bons, des mauvais. J'ai envie d'en parler et j'ai envie de refaire une émission. Cela dit, c'est vrai que rien ne m'oblige à reprendre la forme d'une Nostalgia Critique. Moi aussi, si je veux, je peux trouver mes propres concepts d'émission. Ça va. Salut à tous, ici le Fox Mister et aujourd'hui j'ai déblayé pour vous... Tu crois, Pupus? Bon, et bien soit. Bienvenue dans Pourquoi je suis un génie et vous, c'est pas encore trop ça. Aujourd'hui, nous, non plus. Salut à tous, c'est Hugo Amizet pour un nouvel épisode de Fox et aujourd'hui on va parler Non, de... arrête, t'es ridicule. Tu crois? Ah non, je crois pas, j'en suis sûr. Et en plus, ton cosplay, il est vraiment tout pourri. Ouais, j'avoue. Salut à tous, c'est Mister et aujourd'hui on va... Qu'est-ce que tu fous chez moi? Bonjour et bienvenue dans Non Foxys, l'émission... Non, c'était une blague, je le fais pas. La ligne rouge, de quoi ça parle? On sait pas trop. Par contre, à un moment, on croit qu'il va se passer un truc d'intéressant, et en fait, non. Non, ça marche pas. Ça marche pas. Ça y est, je sais. Aujourd'hui j'ai vu le film Charlie's Angels 2, Les Anges se déchaînent. Et c'était bien? Pas vraiment, non. Bonjour et bienvenue dans C'était bien, votre émission de cinéma présentée par moi-même. Dans cette émission, nous analyserons un film dans sa globalité avant de donner un avis constructif sur la question. Alors vous allez me dire c'est pareil que le Nostalgia Critique, mais pas du tout. D'abord parce que rien ne m'interdit de parler de bons films, et ensuite parce qu'on parlera pas forcément des mêmes. Par exemple, aujourd'hui on va parler de Charlie's Angels 2. Est-ce qu'il en a parlé le Nostalgia Critique? Non! Bon alors! Pour cette première émission, j'ai en effet décidé de m'attaquer à un blockbuster à la con, Charlie's Angels 2, Les Anges se déchaînent. Pourquoi, me direz-vous? Eh ben parce que si je commençais directement avec Noob le film, mon émission serait morte avant même d'avoir commencé. Et puis aujourd'hui plus que jamais, je pense que je suis Charlie. À la base du projet Charlie's Angels, le film, il y avait une série appelée Drôles de dames et diffusée entre 1976 et 1981. Cette série raconte l'histoire de 3 filles appelées les Anges, ou les Drôles de dames en VF, qui travaillent dans une agence de détectives dirigée par un milliardaire anonyme appelé Charlie et avec lequel elles communiquent via un micro enceinte. Aidées de leurs collègues Bosley, elles vont se servir de leur talent de combattantes et de séductrices pour battre les méchants. Une série qui a marqué l'enfance de pas mal de jeunes filles, dont celle de la jeune actrice et productrice Drew Barrymore. Âgée de 25 ans au moment des faits, Drew Barrymore a voulu rendre hommage à cette série qui a bercé sa jeunesse, enfin j'imagine, en tout cas c'est ce qu'elle dit dans les interviews. On peut néanmoins se permettre d'en douter dans la mesure où elle était déjà alcoolique à 9 ans et cocaïnomane à 12. En 2000 sort le film Charlie's Angels, produit par Drew Barrymore et réalisé par Mac Gee, un réalisateur de clips connu pour avoir réalisé par la suite les chefs-d'œuvre cinématographiques que sont Terminator Renaissance et Target. Le film raconte la même chose que la série, 3 filles intelligentes et mignonnes, Nat, Alex et Dylan, espionnent et combattent pour le compte du milliardaire anonyme Charlie. J'ai, je l'avoue, une certaine tendresse pour le premier film que j'ai vu quand j'étais jeune. Alors certes, le montage est médiocre, l'humour est au ras des pâquerettes pour ne pas dire tout pourri, et le film baigne dans une ambiance assez beauf. Mais il se rattrape par moments avec certains gags plutôt drôles et certaines scènes assez réussies, notamment une scène de combat câblé pleine de ralentis avec un Crispin Glover absolument savoureux, avec en fond Smite My Bitch Up de The Prodigies. Je sais pas vous, mais moi ça me fait rêver ce genre de scène. Surtout qu'à l'époque, les combats câblés en Occident c'était considéré comme le sommet du ridicule. On notera également dans ce film un casting de fous furieux entre les 3 filles jouées par Cameron Diaz, Lucy Liu et Drew Barrymore, le méchant campé avec génie par Sam Rockwell alias le méchant de Iron Man 2 mais surtout Zaphod dans H2G2, putain j'aime ce mec. Nous avons également un autre méchant joué par Tim Curry du Rocky Horror Picture Show, j'aime aussi cet homme, et surtout Bosley joué par Bill fucking Murray, oui. Il a refusé Ghostbusters 3 un nombre incalculable de fois, mais Charlie's Angels, non, pas de problème. Ce mec est plein de contradictions. Donc le premier film était certes un peu beauf et un peu bof, mais il brillait par son casting et ses quelques morceaux de bravoure. Le deuxième opus réussira-t-il à faire mieux? Regardons ça tout de suite avec Charlie's Angels, Les Anges se déchaînent.
Alors le film commence avec un plan séquence de 3 minutes. C'est respectable. Bon alors bien sûr c'est pas Birdman, mais c'est quand même plutôt inattendu de commencer un film Charlie's Angels par un plan séquence. D'autant qu'il y a pas mal de figurants, ça a dû être très chiant à coordonner. Non, vraiment pas mal. Ce premier plan séquence est plutôt bien fichu dans la mesure où il nous permet de resituer les 3 héroïnes et leurs fonctions au sein du groupe. Lucy Liu est une sorte de ninja contorsionniste, donc on sait qu'elle va faire pas mal de cascades. Drew Barrymore boit comme un trou et défie des hommes au bras de fer, c'est donc le garçon manqué du groupe. Et Cameron Diaz... Auberge jeunesse, ya? C'est con parce que mine de rien le film démarrait plutôt pas mal. Et c'est là le premier problème du film, l'esthétique et le ton beauf dans lequel on baigne en permanence. Alors après avoir joué le cliché de la blonde norvégienne à gros seins, qui est quand même le fantasme numéro 1 d'une majorité de Français, en tout cas des 3 potes à qui j'ai posé la question, Cameron Diaz file directement au taureau mécanique de la pièce, qu'est-ce qu'il fout au milieu d'une réunion terroriste, j'en ai pas la moindre idée, et se met à tortiller son corps et son cul, à la grande joie des messieurs présents dans la salle. Je sais pas hein, mais si j'étais une organisation terroriste et qu'une totale inconnue arrivait et débarquait au milieu de la pièce pour faire du taureau mécanique, je pense que je sortirais mon arme avant de sortir mon sexe. Donc les filles réussissent à faire sortir l'otage, qui n'est autre que Robert Patrick. Décidément il y a vraiment des gens qui font n'importe quoi de leur Robert Patrick. Elles se font repérer et donc s'enfuient. Elles arrivent à éviter les balles d'un fusil mitrailleur en sautant, à éviter les missiles avec un petit virage peinard, et à rattraper et redresser un hélicoptère qui tombe. C'est n'importe quoi. Et c'est comme ça qu'est gentiment introduit le film Charlie's Angels 2. Ensuite on nous rappelle que les filles sont très fortes, très agiles, très habiles et très intelligentes, mais ça on aura l'occasion d'y revenir. Alors après qu'on ait vu Robert Patrick se faire voler son anneau, on voit un deuxième US Marshal se faire voler son anneau, interprété par quelqu'un qui déjà à l'époque cachetonnait pour 30 secondes d'écran. Et pendant ce temps-là, du côté des filles, Nathalie... et les 2 autres. Et je ne comprends absolument pas ce que je suis en train de regarder. Je pense que cette séquence est juste là pour vendre la BO du film, composée quasi intégralement de pop musique dispersée en vrac. Le problème c'est qu'elle accentue ce côté beauf, ce côté on est des filles, on rigole bêtement quand on tombe sur un canapé. Et Cameron Diaz elle est blonde, alors elle est bête, alors elle tombe. Mine de rien, ça pose problème parce que les 3 filles, Nathalie, Alex et Dylan, sont présentées à la fois comme des femmes combatives, mais aussi comme des femmes intelligentes. C'est mieux pour être agent secret. Le hic, c'est qu'à chaque fois que Cameron Diaz fait ou dit quelque chose, c'est une connerie. Tout ça pour correspondre à l'archétype de la blonde à gros seins. Et ça, c'est triste. Bon bref, retour à l'intrigue. Charlie appelle les filles en urgence. Alors, ça boum les filles? Qu'est-ce que tu fais ici, salopard? Il est où Bill Murray? Exit donc le charme discret et subtil de Bill Murray et bonjour la grâce éléphantesque de Bernie Mac qui sera le Jar Jar Binks du film. Je crois que j'ai paumé mes cocognettes. Les tiennes, elles deviennent jamais rikiki? Le plus triste, c'est les filles qui rigolent béatement à ces blagues alors qu'on lit très bien le malaise total sur leur visage. Vas-y, moi je sens qu'avec des balaises, c'est quoi ces demi-portions? Des naines de jardin? Malaise. Ah ouais, trop cool. Ah ouais, je sais que je vais mater le match ce soir. Malaise. Bon alors l'intrigue c'est que les 2 anneaux volés contiennent la liste des gens protégés par le programme de protection des témoins et que s'ils sont dévoilés c'est grave la merde. Les filles vont donc chercher des indices chez un témoin protégé récemment assassiné. Elles sont accueillies par ce qui me semble être le policier le moins compétent de l'univers. Halte là! Halte, qui voilà? Elle découvre donc que le meurtrier porte des chaussures et commet des meurtres en trimballant partout sa planche de surf enduite de sex wax. Oh, c'est de la sex wax. Plus tu mouilles, moins ça glisse. Je vous demande pardon. Oh purée. J'ai oublié de vous parler des 30 000 allusions sexuelles bien lourdes et bien beaufs disséminées subtilement tout au long du film. Après un petit passage sur la vie secrète de Alex avec son père joué par John Cleese et putain j'en ai marre de voir des bons acteurs avec des rôles de merde, les filles vont sur la plage pour trouver le surfeur qui utilise de la sex wax à l'ananas. T'as de la wax? Parce que c'est évident qu'il sera sur cette plage et pas une autre, bien sûr. On en profite pour rencontrer un ancien ange joué par Demi Moore et on découvre qu'il existe une sorte d'amicale des anciens anges. Elles font sans doute de la crapette les soirs de pleine lune.
Bon alors les filles trouvent finalement le méchant, elles ont vraiment du bol qu'il soit pile sur cette plage, et décident de foutre un traceur sous sa voiture. Ah non, pardon, elles lui font juste les poches. Et pendant ce temps-là, Nathalie détourne l'attention. Ah, je suis toute excitée. Quand elles sont grosses comme ça, j'ai envie de me jeter dessus comme une sauvage. Qu'est-ce que je me suis fait défoncer? Je vais être toute mouillée au moins pendant des heures. Osez. Bon alors maintenant la grande question c'est comment les filles se sont enfuies sans se faire écraser. Ah oui d'accord, on s'en fout complètement, très bien, vous étiez là, vous y êtes plus, vous êtes là comme par magie, c'est n'importe quoi. Bon alors pour le retrouver et sauver sa future prochaine victime, rendez-vous donc au championnat intercommunal de motocyclette. S'ensuit une incroyable course de moto avec des fonds verts dégueulasses, des motos qui explosent d'une façon qui dépasse l'entendement, et des figures acrobatiques alors que... Bah c'est une course, donc ça n'a aucun intérêt, et c'est même dangereux. Mais putain mais c'est n'importe quoi. Pourquoi? Comment tu fais? Screw gravity. Alors que les filles sont en mauvaise posture, elles se font aider in extremis par une vieille connaissance et mon personnage préféré du premier film, l'effroyable sac d'os fou amoureux des cheveux de Dylan. Il est mort. C'est bien lui? Hey, mais t'es tout petit. Je vais avoir bientôt 15 ans et demi. On découvre donc qu'il avait d'autres anciens témoins protégés dans son collimateur, dont Dylan, OMG la révélation! En effet, elle avait caché sa véritable identité à ses copines et s'appelle en réalité... Hélène Kuhl. Hélène Kuhl? Oui. C'est votre nom? Ouais. Et vous n'allez pas faire de blague là-dessus, bien sûr. Il sort d'où ce nom-là? Je veux dire, c'est quoi l'origine? C'est colombien? Est-ce que tu roulais en déculottable? Alex, arrête de la chasticoter. Dylan, on est extrêmement attachés à toi. Bon, ça va peut-être aller maintenant. Je m'inquiète uniquement pour ta sécurité. Non, ce n'est pas drôle. Envoyer ça au labo et le faire analyser tout de suite. On y fonce directement, mais on verra ce qu'ils vont Mais prendre. putain, mais vos gueules! C'est pas vraiment drôle en fait. Oh, si ça l'est. Après un passage chez les bonnes sœurs, le deuxième gros fantasme des trois mecs à qui j'ai posé la question, les filles retrouvent la trace de l'effroyable sac d'os qui apparemment a un gros problème avec les cheveux. Les filles découvrent que l'effroyable sac d'os a offert une voiture aux bonnes sœurs, parce qu'il est sympa, sauf que sur la voiture il y a du Caca d'oiseau. La Rus californicus. Matière fécale surtout constituée d'écailles de clupéiformes, sardines se nourrissant d'algues brunes géantes. Il y a aussi des traces d'hydrocarbures et de ruissellement d'eau pluviale. Goéland, pétrole, eau pluviale. Le port de San Pedro. Et parce qu'un oiseau qui a bouffé à San Pedro a chié sur la bagnole du mec qui vous a sauvé, vous en concluez que le méchant est là-bas? Mais bordel, c'est n'importe quoi! Donc les filles doivent infiltrer une soirée dans un bar près d'un port pour récupérer des documents. Et comment est-ce qu'on infiltre une soirée pour récupérer des documents? Et ça dure, et ça dure. Tout ça pour récupérer des documents de la manière la moins discrète du monde. Mesdames, messieurs, je crois qu'on assiste là à un foutage de gueule. Donc cette technique avait pour but de piquer les clés du transpalette du garde d'un entrepôt pour y déposer les filles déguisées en statues. Je persiste à croire qu'il y avait plus simple. Ah, c'est pour ça. Donc les filles se retrouvent habillées et équipées, comment? On n'en sait rien, et partent à la recherche des anneaux. Cet anneau est en platine. Les anneaux qu'on cherche sont en titane. Si la densité de l'objet est inférieure à celle de la substance dans laquelle on le plonge, Il flotte. Alors Cameron Diaz, si tu es capable de comprendre des trucs aussi complexes que la densité des métaux face au liquide, explique-moi pourquoi tu joues toujours les teubés. Donc elles récupèrent les anneaux mais se font coincer par Seamus O'Grady, l'ancien copain de Dylan qui a l'air super vénère étant donné qu'il est tout le temps torse nu et qu'il a un tatouage... Seul Dieu me jugera. Très original.
Heureusement, les filles ont plus d'un tour dans leur sac et parviennent à s'échapper de la montagne de mecs armés jusqu'aux dents qui les encerclaient en éteignant la lumière. Lumière! Allumez la lumière! Seamus! Alors, dans ce passage, il faut comprendre qu'elles communiquent entre elles en morse. Seamus! Je suis peut-être con, mais à cause des bruitages, moi j'ai cru qu'elles avaient des ordinateurs dans les mains. Seamus! Seamus! Je fais toujours ça, la lumière allumée. Oh mon dieu, il a rallumé la lumière, mais comment il a fait? S'ensuit une scène de combat plutôt cool. Non, sérieusement, les combats sont un peu foufou, ça saute partout, c'est dynamique, c'est chorégraphié par le même mec qui s'est occupé des combats de Matrix. Non, c'est cool. Par contre les gars, tout à l'heure vous aviez des flingues, vous en avez fait quoi? Vous les avez mangés? Les filles finissent par s'échapper en faisant du surf sur des bouts de bois, bordel de merde, c'est n'importe quoi. Elles éloignent leurs poursuivants avec un putain de lance-flamme, mais le méchant est tellement hardcore qu'il s'en fout, il traverse les flammes. Il met en garde Dylan, puis il la laisse partir parce que je sais pas, traverser les flammes c'est si banal. Bon, mais moi j'y retourne. Ça aurait été tellement plus logique qu'il reste derrière les flammes et qu'il bug le... J'aurais ta peau, connasse! Mais non. Pourquoi? Parce que c'est n'importe quoi. Maintenant que les anneaux sont récupérés, les filles peuvent tranquillement revenir à leur petite vie tranquille. Alors Nathalie fait la fête avec son copain, l'occasion de passer encore pour une cruche sans cervelle. De son côté, Alex découvre que son copain a tout raconté à son père sur la vie qu'elle mène, de façon évidemment très sujette à quiproquo. Et nous voilà repartis pour le quiproquo le plus long, le plus laborieux et le moins drôle de l'histoire du cinéma. Mais j'ai découvert un autre moyen de faire du bien aux gens. Nathalie, Dylan et moi, on travaille en équipe. Et on vient de se faire une douzaine de matelots. Tu peux pas imaginer dans quelle position délicate on se retrouve parfois. J'aimerais tant que tu nous vois dans le feu de l'action. Qu'est-ce que tu serais fière. Bon allez, je vais prendre une douche. C'est que je suis couverte. Non, je te laisse imaginer. Bref, revenons à Dylan qui décide de son côté de faire quelque chose d'intelligent, se barrer du groupe. Un terrible coup dur pour les filles, mais l'enquête doit continuer. Il y a du neuf sur Léo Grady, Charlie. Qui aurait le bras assez long pour obtenir sa libération? Spider-Man. Bon alors, les filles se rendent compte qu'en fait Robert Patrick est peut-être le méchant. En même temps, je crains que personne ne confie jamais à Robert Patrick un rôle de gentil. Elles décident donc de le suivre discrètement. Dylan, de son côté, est parti boire un verre dans un bar à Mexico. Elle déprime à mort lorsque soudain, boum, nouveau caméo, Jacqueline Smith, une des premières drôles de dames, qui vient lui prodiguer des conseils pour personnages en pleine tourmente, totalement inédits au cinéma. Parfois, nous allons chercher beaucoup trop loin des réponses qui sont juste devant nos yeux. On va parfois chercher bien loin ce que l'on a à portée de la main. Mais il n'y a pas de message. Le message, c'est qu'en fait, le vrai méchant derrière tout ça, c'était... C'est qui, elle, déjà? Ah... Mais bordel, comment vous voulez qu'on se souvienne d'un perso qu'on a vu 2 minutes dans le film? Enfin bref, les 3 anges, car entre-temps Dylan est revenu, son absence a donc été de courte durée, ce qui rend l'émotion des scènes précédentes complètement caduque. Les 3 anges sont donc surprises par cette nouvelle. Comment une ancienne ange peut-elle être méchante? Plus jamais je n'accepterai de recevoir des ordres d'un haut-parleur. Ça par contre, c'est une remarque totalement légitime. Bref, les 3 anges se préparent au combat et j'aime beaucoup ce qui va suivre. Je dois avouer que quand je vous vois comme ça, toutes les 3, ça me donne un petit pincement au cœur. J'ai la nostalgie du bon vieux temps. Mais en ce temps-là, c'était légèrement différent. Oui. Quand j'étais un ange, nous avions des flingues. Bon, mettons de côté les FX sommaires et le montage médiocre pour nous attarder sur ce qui est dit. Les flingues. C'est assez intéressant parce que c'est vrai que dans la série originale, rien n'empêchait les drôles de dames d'utiliser des flingues. Après tout, des jeunes femmes avec des flingues, c'est normal aux États-Unis. Mais dans les 2 films, que nenni pour nos 3 héroïnes. D'après Drew Barrymore, les femmes ne dominent pas le monde avec des revolvers, il faut qu'elles cassent la figure aux hommes avec leurs poings. Autrement dit, les gentils n'ont pas d'armes, c'est réservé aux méchants. D'abord parce que c'est un peu trop facile, parce que c'est de la triche, et que seuls les méchants peuvent être aussi peu fair-play. Mais c'est surtout que les anges ne peuvent pas tuer.
C'est des anges! Elles brisent des bras et des jambes, cassent des margoulettes, les méchants seront blessés et finiront peut-être en prison, mais seront vivants. Donc c'est un raisonnement plutôt intéressant et relativement inédit dans les blockbusters. Il faut savoir que Drew Barrymore est une ardente défenseuse du programme de contrôle des armes à feu aux États-Unis. C'est donc pour elle une affaire personnelle. Alors les anges sont laissés pour mortes et Demi Moore part pour un tête-à-tête avec Charlie. Le ton monte, elle s'énerve et elle le tue. Enfin oui, elle tire dans le haut-parleur. C'est d'ailleurs intéressant parce que vu que Charlie n'a jamais été montré autrement que comme un haut-parleur, tirer dans le haut-parleur revient symboliquement à tuer Charlie. C'est plutôt intelligent comme truc. Bon ok, peut-être que j'exagère un peu et peut-être que j'essaye de me rattacher aux rares trucs intelligents du film. Donc bien évidemment les anges ne sont pas mortes et comprennent que le rachat de la liste va être fait en plein Hollywood pendant l'avant-première de Mission Extrême, le film du petit ami de Lucy Liu qui est joué par Matt LeBlanc, j'adore cet acteur. C'est donc le grand climax et je l'aime bien ce climax. C'est vrai, il y a plein de trucs cool dedans. D'abord, il y a un montage alterné qui montre les différentes mafias qui se préparent à monter sur le toit, Demi Moore qui se prépare à monter sur le toit, et au final, ils sont pas sur le même toit parce que les filles ont piqué les masques à Mission Impossible. Putain, c'est n'importe quoi, mais c'est plutôt bien monté. Du coup, bagarre, avec d'un côté Cameron Diaz et Demi Moore qui se battent avec le décor de façon over the top rigolote, et les deux autres qui se battent avec peine contre des sbires jusqu'à l'arrivée de l'effroyable sac d'os. Sauf que cette fois, il est là pour protéger les filles, et particulièrement Dylan, pour laquelle il en pince. Et la scène du sauvetage me fait mourir de rire à chaque fois. Dis quelque chose. Vraiment les gars? Vraiment? Le mec le plus creepy de la galaxie sauve la fille qui la harcèle, il s'embrasse avec un premier degré totalement hors de propos, il lui arrache encore les cheveux et pète un plomb définitivement, elle tente de le comprendre et au moment où enfin il va dire quelque chose pour la première fois en 2 films, il meurt. On dirait la blague des balles de ping-pong jaunes. C'est juste magnifique. Donc Dylan réussit après plein de cascades toutes plus grotesques les unes que les autres à terrasser Seamus qui meurt écrasé par une lettre. C'est ce qu'on appelle le poids des mots. Moi aussi je peux faire des blagues nulles. Déçu d'être en train de perdre, Demi Moore fait tout péter après un énième calembour. Cette première, ça va être de la bombe. Et ensuite, elle s'envole. Course-poursuite en voiture, ou plutôt en fond vert nul, toutes les filles sont envoyées dans le décor et il ne reste que le face-à-face, Nathalie, Demi Moore. Et je ne comprends pas cette scène. Cette scène oscille plusieurs fois entre le porte-nawak avec des sauts de 30 mètres et des cascades extravagantes et un ton hyper premier degré. Par exemple, Nathalie a un éclat de verre dans le bide, elle saigne abondamment, Demi Moore lui colle un flingue sur la tempe, le ton est très sérieux de même que les dialogues. Tu veux quoi au final, film? Qu'on rit ou qu'on pleure? Donc Nathalie invoque le pouvoir de l'amitié, ses copines évanouies reviennent comme par magie, elles envoient Demi Moore à l'étage du dessous, en faisant ça elle déclenche une fuite de gaz, et en tirant elle provoque l'étincelle qui fout le feu à la baraque. Je trouve ça super bien joué comme scène. D'abord parce que visuellement c'est une réponse à la réplique précédente de Nathalie. Pas en enfer. La photographie nous montre un trou vers la fournaise au beau milieu d'une scène de théâtre, c'est symbolique et c'est joli, mais en plus c'est totalement dans la continuité de ce qu'on disait tout à l'heure sur les armes à feu, puisque Demi Moore ne serait pas morte si elle n'avait pas tiré. Donc voilà, les gentils ont gagné, elles vont à l'avant-première sans blessure apparente, je ne sais pas comment elles ont fait, mais on s'en fout parce que c'est la fin. Alors que dire de Charlie's Angels 2? Bah je sais pas trop. Ne nous le cachons pas, le film a quelques atouts pour lui, notamment les scènes d'action câblées totalement fucked up, bien meilleures que celles du premier et jusque-là réservées au cinéma hongkongais. Ça fait du bien d'en voir sur un blockbuster comme ça, d'autant qu'elles sont très bien chorégraphiées. Le film n'est pas non plus totalement vide et contient quelques bonnes idées de mise en scène, notamment sur la seconde moitié, le personnage de Crispin Glover qui passe de sbire mystérieux au running gag hyper sympathique, et des sous-textes légers mais intéressants, notamment sur la retraite et sur les armes à feu. Mais le film est plombé par sa lourdeur. Une lourdeur apocalyptique. D'abord, l'humour vole vraiment bas, avec des calembours à 2 balles, des quiproquos qui semblent durer une éternité, des gags qui vous donnent envie de vous enfoncer la tête dans le sol, et Bernie Mac.
Le mec qui ferait passer Jar Jar Binks pour quelqu'un de fréquentable. Et puis le film baigne dans cette putain d'ambiance beauf. Les filles en bikini, les filles qui font du striptease, les filles qui se claquent les fesses, et tous ces putains de sous-entendus graveleux qui gangrènent le film. Sans oublier bien sûr toutes les images véhiculées, comme Cameron Diaz qui passe son temps à passer pour la blondasse écervelée, alors que c'est un agent secret, bordel! Et puis, il y a l'ambiance cartoon. Par ambiance cartoon, j'englobe les bruitages caricaturaux disposés à droite à gauche, les effets visuels grotesques quand il va y avoir une bagarre, et toutes les fois où j'ai dit c'est n'importe quoi parce que ça n'avait aucun putain de sens. Je suppose que le film a voulu se positionner contre tous ces films d'action trop sérieux et faire dans l'ouvertement improbable, un peu comme a pu le faire Crank. Mais ça marche pas. Et pourquoi ça marche pas? Bah parce qu'à côté de ça, le scénario est trop sérieux et qu'il y a plusieurs scènes et plusieurs éléments du film qui sont très premier degré. C'est bien simple, le film ne sait pas ce qu'il veut. Comment un méchant peut traverser des flammes et laisser partir une fille en promettant de se venger s'il a été présenté comme un fou d'amour en prison pendant 8 ans? Comment on peut avoir des héroïnes invincibles qui esquivent des balles et apparaissent comme par magie si elles finissent par tomber au sol inertes et recouvertes de sang? Comment on peut accepter le fait qu'un groupe de filles soit déjanté et fasse tout et n'importe quoi si l'équilibre du groupe est menacé par une crise existentielle? Ça ne colle pas. Et le film hésite en permanence entre aventure d'espionnage sérieuse et comédie cartoonesque. Ce que le premier opus ne faisait pas du tout. Lui ne se prenait jamais au sérieux, y compris dans le plan du méchant, et assumait ce qu'il était jusqu'au bout. Alors au final, même si les scènes de combat sont sympathiques et malgré quelques bonnes idées, l'humour effroyable du film, sa beaufitude nauséabonde et son scénario mal écrit le plombe, et je vous incite à ne pas le voir. Voilà, c'est la fin de cette première émission, je vous remercie de l'avoir suivi, n'hésitez pas à me faire plein de retours dans les commentaires, comme c'est la première émission, je veux savoir ce qui vous a plu, si ça vous a semblé clair, drôle, intéressant, si vous êtes d'accord avec moi, n'hésitez pas à débattre dans les commentaires, tout est bon à prendre. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, d'autres vidéos du même genre viendront et je pense que vous pouvez aimer mes précédentes vidéos. Et puis si ça vous a vraiment plu, n'hésitez pas à me soutenir sur Tipeee, vous allez voir qu'il y a des contreparties plutôt cool. Quant à moi, je vous donne rendez-vous la prochaine fois, on parlera d'un bon film. À la prochaine!